Bienvenue à ce nouveau 1345 en live, un 1345 spécial confinement, le deuxième. Je voudrais remercier tout d'abord Fabrice qui s'occupe de la partie technique de diffusion. Et puis en termes d'interaction, je vais remercier Manon qui recueille de son côté sur Mattermost vos questions. N'hésitez pas à les y poser. J'en profite également pour faire un appel à de nouveaux participants. Si vous avez envie de faire un 1345, que vous soyez de Lille ou pas, n'hésitez pas, on se rapprochera de vos chargés de communication si besoin. Je vais laisser la parole à Arthur, qui va donc nous présenter aujourd'hui ce deuxième 1345 live, donc sur le web, qui s'appelle Vers des logiciels éco-conçus. Je te laisse la parole, Arthur. Merci Alice. Eh bien, bonjour à tous, donc je suis Arthur Dazemar, je suis ingénieur dans l'équipe projet Spirals. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter les travaux de Spirals qui sont réalisés en ce moment autour de l'éco-conception logicielle. Alors, je vais vous présenter un petit peu comment va se dérouler cette présentation. Alors, pour commencer, je vais vous parler de la pollution numérique. Donc, je pense que c'est des choses que vous connaissez déjà, mais ça vous permet, ça va nous permettre d'avoir déjà une base pour lancer la suite de la présentation. Et surtout de remarquer que le secteur du numérique pollue beaucoup et d'explorer un petit peu les solutions qui sont proposées pour essayer de réduire cette pollution. Alors dans cette problématique, nous, chez Spirals, on se positionne sur essayer de réduire la consommation qui est induite par les logiciels. Et donc là-dessus, je vais vous présenter du coup les travaux réalisés dans ce sens-là. Donc deux travaux. Le premier, déjà, quand vous essayez de réduire la consommation de quelque chose, il faut déjà être capable de la mesurer. Donc je vais vous présenter le fonctionnement de Power API, un outil qui est développé par Spirals depuis quelques années et qui permet de mesurer du coup la consommation d'autres logiciels. Et enfin, je vais vous présenter les axes de recherche qui sont en ce moment explorés afin de répondre à cette problématique de réduction de consommation. Alors c'est parti, on commence par la pollution numérique. Alors on ne s'en rend pas forcément compte comme ça, mais le secteur du numérique, c'est un secteur qui pollue énormément. Donc c'est 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui sont émises tous les ans. Donc 4%, c'est pas, ça paraît pas beaucoup comme ça, mais si vous voulez une comparaison un peu à la louche, c'est à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre qui sont émis par l'ensemble du secteur du transport. Donc le secteur du transport, c'est l'ensemble des voitures, des bateaux, des avions, des camions qui transitent pendant un an sur la Terre entière. Voilà. Donc c'est-à-dire que si on éteignait le parc informatique du secteur du numérique, eh bien, ça correspondrait en fait à enlever un tiers de tous ces camions, avions, bateaux, voitures. Voilà, donc pour vous représenter un petit peu ce que ça représente en termes de pollution. Donc c'est un secteur qui pollue beaucoup, et surtout, donc là les chiffres que je vous présente, c'est les chiffres de l'ADEME, les chiffres de l'Agence de la transition écologique en France. Donc c'est un secteur qui pollue beaucoup, mais c'est aussi un secteur qui est en constante augmentation en fait. C'est-à-dire que l'ADEME nous dit qu'en 2025, la part du secteur du numérique dans la pollution mondiale pourrait doubler, passer du coup à 8%, ce qui est assez énorme. Donc on a vu que le secteur du numérique polluait beaucoup. On va essayer de voir un petit peu à la loupe comment est-ce que cette pollution se répartit et d'où est-ce qu'elle vient. Donc le secteur du numérique, on peut le diviser en trois parties. On a les data centers, les infrastructures réseau et le matériel personnel informatique. Donc pour vous présenter un peu ce que sont ces trois secteurs, je vais faire une petite analogie de plomberie. Donc imaginons que vous vouliez boire de l'eau en ouvrant votre robinet. Votre eau, en fait, elle va être stockée dans un château d'eau. Elle va être acheminée jusqu'à votre robinet par un réseau de distribution d'eau. Et donc, quand vous ouvrez votre robinet, du coup, ça passe du château d'eau jusqu'à votre robinet par ce réseau de distribution. Et bien, en fait, on peut considérer qu'Internet, ça fonctionne un peu de la même façon. Par exemple, si vous voulez regarder une vidéo YouTube, votre vidéo YouTube va être stockée sur des serveurs qu'on appelle des data centers.
Donc un data center, en gros, c'est un énorme hangar qui contient plein de serveurs, donc des grands ordinateurs qui stockent du coup toutes ces données. Donc, par exemple, les vidéos YouTube. Et donc, comme vous voulez regarder une vidéo YouTube depuis votre ordinateur personnel ou votre smartphone, et bien comme pour le réseau de distribution d'eau, vous allez avoir un réseau qui s'appelle Internet, qui va être chargé d'acheminer cette vidéo jusqu'à votre smartphone, par exemple. Et donc ce réseau de distribution, enfin ce réseau Internet, il est composé de câbles, de routeurs Wi-Fi, de switch, enfin, voilà, tout un tas d'appareils qui consomment eux aussi beaucoup d'énergie. Voilà, donc cette consommation, enfin cette pollution, d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient donc de deux choses. À la fois la consommation d'énergie, c'est-à-dire que quand vous envoyez de l'électricité dans un appareil, cette électricité, elle a été produite quelque part. Et que ce soit des énergies renouvelables ou des centrales à charbon, eh bien, cette production d'énergie, en fait, elle va émettre des gaz à effet de serre. Donc, plus ou moins selon le type de production, mais ça en produit quand même. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi la pollution qui est due à la production des équipements. Donc, par exemple, un smartphone, vous devez être au courant, il y a énormément de ce qu'on appelle de terres rares, enfin voilà, des matériaux qui polluent énormément à la production. Et en plus de ça, si vous rajoutez le transport des marchandises et tout ça, eh bien, ça rajoute en fait énormément d'émissions de gaz à effet de serre. Donc cette pollution, elle se répartit de la manière suivante. Donc on a un quart de la pollution qui va être due aux émissions des data centers, un gros quart qui est dû aux infrastructures réseau, et une petite moitié qui va être due aux équipements électroniques personnels. Donc le secteur du numérique s'est rendu compte qu'il polluait énormément, et donc du coup, il y a plusieurs solutions qui ont été mises en place. Donc, par exemple, mettre les data centers dans des zones froides, pour éviter d'avoir à utiliser de l'énergie pour refroidir en fait les serveurs. Alimenter ces serveurs ou ces infrastructures réseau avec des énergies renouvelables, qui émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre que d'autres modes de production d'énergie. Et globalement, les constructeurs essayent de faire du matériel qui est le plus efficient possible, c'est-à-dire qui arrive à être performant tout en utilisant le moins d'énergie possible, donc en polluant le moins possible. Donc tout ça c'est super, le problème c'est que c'est pas parce qu'on a du bon matériel que en fait on va moins polluer, parce qu'encore faut-il être capable de l'utiliser correctement. Donc pour expliquer un peu la problématique, je vais vous raconter une petite histoire qui va vous expliquer ça en détail. On va parler de Bob qui s'est acheté une voiture écolo, c'est-à-dire une voiture qui, pour un nombre de kilomètres donné, va consommer le moins d'énergie possible. Alors donc une voiture par exemple hybride, enfin voilà, des choses comme ça. Alors Bob, il est content parce qu'il a acheté sa voiture. Le problème c'est quand il va comparer sa facture d'essence avec ses collègues qui ont une voiture un peu plus ancienne, mais qui font à peu près le même trajet que lui, il se rend compte que sa facture, elle n'a pas forcément changé. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas forcément changé? Quand on regarde un petit peu, les collègues de Bob, en fait, eux, ils ont une conduite qu'on pourrait appeler plutôt tranquille. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément appuyer sur l'accélérateur, ils vont au bon rapport de vitesse, voilà, quelque chose comme ça. Et du coup, ce qui permet en fait d'avoir une consommation d'essence, même s'ils ont une voiture qui est un peu plus ancienne, qui consomme un peu plus, sur le trajet global, ils auront consommé une quantité d'essence raisonnable. Par contre, Bob, lui, il a une conduite qui est un peu plus nerveuse en fait. Il va faire plus souvent des accélérations qui ne sont pas forcément nécessaires, il ne respecte pas forcément ses rapports de vitesse, ce qui fait que du coup, sa voiture va consommer plus, alors que son moteur est censé consommer moins. Et donc, à cause de ça, en fait, il va consommer à peu près autant d'essence que ses collègues qui ont une voiture un peu plus ancienne et moins écolo que lui. Voilà, donc on voit qu'en fait, avoir du bon matériel, ça ne suffit pas. Il faut être capable de l'utiliser correctement, en fait, et d'avoir une conduite respectueuse du coup de l'environnement. Alors là, on était dans le monde de la voiture, on va essayer de revenir dans le monde du logiciel. Donc pour faire un parallèle avec le logiciel, donc ce qu'on peut dire, c'est que notre voiture, c'est l'équivalent de nos équipements personnels, nos ordinateurs, nos smartphones. Et le pilote de la voiture, en fait, ce sont les logiciels. Parce que c'est jamais vous, utilisateur, qui allez directement manipuler le matériel. Vous manipulez un logiciel,
et c'est le logiciel en fait qui vous offre un service en pilotant, en conduisant lui-même le matériel. Donc voilà, du coup ce qu'on voit c'est que on a du bon matériel, mais il faudrait que nos logiciels soient capables de les piloter, de les conduire, de les utiliser correctement. Et donc pour ça, c'est un travail du coup de développement. Et donc les développeurs peuvent poser la question, comment est-ce qu'on peut concevoir un logiciel pour qu'il consomme le moins d'énergie possible? Alors, pour concevoir un logiciel qui consomme le moins d'énergie possible, il faut déjà être capable de mesurer cette consommation de logiciel. Donc là, du coup, je vais vous présenter un outil qui s'appelle Power API et qui est du coup développé par Spirals depuis plusieurs années. Et qui permet justement donc de mesurer la consommation des logiciels. Donc avant de rentrer un peu dans les détails de son fonctionnement, je vais vous montrer un petit peu les problématiques autour de la mesure de consommation d'un logiciel et quels sont les outils qu'on peut utiliser pour effectuer cette mesure. Donc on va déjà regarder un petit peu ce que c'est un ordinateur. Donc la base, c'est un ordinateur, c'est un boîtier qui est relié à une prise secteur. Donc, si on ouvre un petit peu ce boîtier, on se rend compte qu'on a plusieurs composants. Donc là, je ne les ai pas tous mis, mais j'ai mis les principaux, donc comme par exemple le processeur, qui est le composant sur lequel va s'exécuter les logiciels. Vous avez la mémoire vive, qui est là où les logiciels vont aller chercher les informations dont ils ont besoin pendant leur exécution. Et le disque dur, qui est là où on va stocker les photos, les vidéos, les fichiers texte, tout ça. Et donc, comme on a dit, sur ce processeur va tourner des logiciels qui, du coup, vont consommer une partie de l'énergie qui est allouée au processeur. Donc, ce qu'on remarque, c'est que on a donc du coup une prise secteur qui alimente notre boîtier, et donc cette alimentation, après, elle va être répartie entre les différents composants. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est essayer de mesurer un petit peu toute l'énergie qui transite dans ce boîtier. Donc si on veut, par exemple, mesurer l'énergie de notre machine entière, c'est assez simple. On peut poser un petit dispositif entre la prise secteur et notre boîtier, et ce dispositif va nous dire du coup l'énergie qui a été consommée par le boîtier entier, notre ordinateur complet. Après, on peut aller un petit peu plus finement, c'est-à-dire que les constructeurs ont inclus en fait des sondes sur certains matériaux, donc, par exemple pour le processeur, qui permettent en fait de mesurer l'énergie qui a été injectée dans le processeur à un instant T. Donc ça, c'est encore assez facile parce qu'on est encore dans le monde matériel. Du coup, on peut aller poser en fait une petite sonde entre le boîtier d'alimentation et notre processeur. Le problème, c'est que nous, on aimerait mesurer directement l'énergie en fait dépensée par chaque logiciel. Et ça, c'est un peu plus compliqué, parce que là, du coup, on passe dans le monde virtuel, et dans ce monde-là, on ne peut pas aller poser de petites sondes en fait entre le processeur et notre logiciel. Donc là, du coup, on est embêté. Du coup, ce qu'on va faire, c'est poser ce qu'on appelle une sonde logicielle. Donc c'est un autre logiciel en fait qui va essayer d'estimer la consommation de chacun de ces logiciels. Donc ce logiciel, c'est Power API, et donc il est développé par Spiral depuis un petit moment, et donc maintenant je vais vous expliquer un petit peu comment il fonctionne, et voir qu'en fait c'est un problème de répartition de l'énergie qui a été mesurée sur l'ensemble du processeur, pour essayer de la répartir entre les différents logiciels. Alors, on va du coup reprendre exactement le même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire on a trois logiciels, donc Firefox, le système d'exploitation, donc ce soit Windows, Linux, ce qu'on veut, et VLC, pour regarder des vidéos. Voilà, donc on a ces trois logiciels, et on a mesuré du coup une consommation totale du processeur, et on aimerait bien savoir cette consommation, comment elle se répartit entre ces différents logiciels. Donc pour ça, on va représenter la consommation qu'on a mesurée avec des petites capsules qui vont représenter chacune une unité d'énergie. Et donc on a le problème suivant, on aurait du coup répartir ces unités d'énergie entre les différents logiciels qui tournent sur notre processeur. Voilà. Donc ça va être un petit peu comme une enquête policière, c'est-à-dire que on a trois logiciels, et donc qui sont nos suspects, et on veut savoir qui a consommé quoi. Du coup, on va faire appel à notre inspecteur, donc qui est du coup le logiciel Power API, qui va être chargé de résoudre cette affaire.
Alors comme dans une vraie enquête criminelle, le problème c'est qu'on ne peut pas vraiment faire confiance aux suspects pour nous donner des informations fiables. Donc on n'est pas capable de leur demander qu'est-ce que chacun a consommé comme énergie. On va devoir donc faire appel à des témoins. Alors ça tombe bien, des témoins, on en a des très intéressants, qui sont les compteurs de performance. Alors un compteur de performance, qu'est-ce que c'est ? C'est une entité dans le processeur qui va en fait rendre compte de tout ce qui s'est passé sur le processeur à un instant donné. Donc là, du coup, ces compteurs de performance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur demander, au moment où on a mesuré cette quantité d'énergie consommée par le processeur, qu'est-ce que Firefox était en train de faire sur le processeur, qu'est-ce que VLC faisait, qu'est-ce que le système d'exploitation faisait. Donc du coup, pour ça, c'est parti, on va du coup demander leur avis à ces compteurs de performance. Donc voilà, ils vont chacun nous dire, voilà, Firefox s'est comporté comme ça, VLC s'est comporté comme ça, et l'OS ainsi, voilà. Et donc maintenant qu'on a interrogé nos témoins, notre inspecteur Power API, il est capable justement d'arriver à des conclusions. Il va analyser ces indices et il va pouvoir nous dire qui est-ce qui a consommé quoi. Donc il regarde un peu comment s'est comporté Firefox, hop, il nous dit qu'il a consommé à peu près ça. Il regarde comment s'est comporté VLC, voilà, il a consommé ça. Et il regarde pour le système d'exploitation, hop, voilà, il a consommé ça. Et voilà, et donc là du coup notre affaire est résolue, on sait à partir de comment se sont comportés chaque logiciel à un instant donné, ce qu'il a pu consommer. Voilà. Donc là ce que je vous ai montré, je l'ai fait un petit peu au petit bonheur la chance, cette répartition d'unités d'énergie. Alors comment est-ce que ça se passe en réalité ? C'est beaucoup plus précis. En fait ce qu'on a c'est que Power API va utiliser un modèle de machine learning qui a été entraîné en fait qui est entraîné au fur et à mesure de son utilisation. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, à partir de données de comportement d'un logiciel, être capable de calculer quelle énergie a été consommée par ce logiciel. Voilà. Alors, donc là, on vient de voir du coup comment fonctionnait Power API. Et donc, comment est-ce qu'on était capable en fait de mesurer la consommation énergétique d'un logiciel. Donc maintenant qu'on a vu ça, en fait, on est capable d'essayer de trouver des moyens de diminuer la consommation d'énergie d'un logiciel. Et donc là, du coup, ce que je vais vous présenter sont des axes de recherche qui sont explorés alors par deux doctorants, Shekib Belgade et Zakaria Oudani, qui du coup essaient de trouver des moyens de diminuer la consommation d'un logiciel. Donc ce ne sont pas encore des résultats en fait qui sont fixes, c'est-à-dire que la recherche est encore en cours en fait, suit le travail de leur thèse. Et donc voilà, du coup ce que je vous présente, c'est pas encore un résultat fixe. Alors donc, première étape pour essayer de produire un code source qui consomme le moins possible, pour essayer de réduire la consommation d'un logiciel, c'est déjà d'essayer de produire un code source qui consomme le moins possible. Donc là, c'est du travail un petit peu de chirurgie. Donc, ce qu'on essaye de faire, en fait, excusez-moi, c'est, donc par exemple, lorsqu'on va mettre un logiciel à jour, donc comme vous le savez, un logiciel, il va souvent y avoir une mise à jour. Et donc par exemple, quand vous avez envie de rajouter une fonctionnalité, ou par exemple, s'il y a un bug ou une modification de performance à effectuer, on va modifier le logiciel. Et donc cette modification, ce qu'on a envie, c'est qu'elle consomme en fait le moins d'énergie possible, même qu'elle ne dégrade pas la performance énergétique par rapport à la performance précédente. Donc on va essayer de voir un petit peu comment ça pourrait fonctionner. Donc imaginons qu'on ait un logiciel, donc représenté ici par son code source. Donc on va déjà faire passer des tests à ce logiciel,
Et donc pendant l'exécution de ces tests, on va mesurer combien d'énergie il a consommé pendant l'exécution de ces tests. Donc du coup, on obtient ici une petite note, voilà, une bonne note, note A. Très bien, donc par exemple, on a pu mesurer ça avec les outils que je vous ai présentés tout à l'heure, Power API. Donc ensuite, on effectue une mise à jour, donc on rajoute une fonctionnalité par exemple. Voilà, donc on va enlever des morceaux de code, en rajouter, ça nous crée du coup notre modification. Et une fois qu'on a modifié notre logiciel, on va refaire passer des tests à notre version mise à jour. Et là, on voit que notre version, en fait, elle a consommé plus d'énergie que la version précédente. Donc, la note a été légèrement dégradée. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est plus au niveau du développeur de décider, en fait, ce qui va se passer. C'est-à-dire, par exemple, si le développeur estime que la mise à jour qu'il a effectuée, eh bien, effectivement, ça rajoute quelque chose, donc ça nécessite qu'il y ait un peu plus d'énergie qui soit consommée par le logiciel. Dans ce cas-là, on peut conserver la mise à jour telle qu'elle. Par contre, il est possible que cette mise à jour ne nécessite pas tant d'énergie que ça, comparé à ce qu'aurait pensé le développeur. Donc du coup, on peut essayer de voir en fait quels sont les moyens pour essayer de réduire l'impact énergétique de cette mise à jour. Voilà, donc ça c'est un processus qui est proposé. Donc d'autres méthodes, en fait, ça pourrait essayer de trouver des façons de modifier le logiciel qui soient donc on va dire des façons qui soient vertes, donc soit qui ne dégradent pas la consommation énergétique du logiciel, voire même qui l'améliorent. Voilà. Donc ça, c'est des travaux qui sont de recherche qui sont effectués dans ce sens-là. Alors aussi, si on veut agir sur le code source, on peut aussi se poser la question de quel langage utiliser pour réaliser notre logiciel. Donc un logiciel, comme vous le savez, c'est écrit dans un langage particulier. Il faut savoir qu'il n'y a pas qu'un seul langage, il y a beaucoup de langages de programmation, et que chacun a ses avantages et ses inconvénients en fonction de sa consommation énergétique. Voilà. Donc en fait, c'est des questions que le développeur peut se poser quand il crée un nouvel outil, c'est se demander, voilà, pour la tâche que je vais réaliser, quel est le langage qui consomme le moins possible. Voilà. Du coup, ça, il y a aussi des études qui essaient de montrer la consommation des différents langages. Alors donc là, je vous ai montré comment essayer de réduire la consommation du logiciel en agissant sur son code source. Donc c'est un travail assez minutieux de chirurgie, je disais tout à l'heure. Là, on peut aller sur quelque chose de peut-être un petit peu plus large, c'est-à-dire s'attaquer à l'environnement d'exécution. Donc l'environnement d'exécution, qu'est-ce que c'est ? En fait, il faut vous dire qu'un logiciel, il est rarement exécuté directement sur le matériel. Vous allez toujours avoir des couches entre le matériel et le logiciel. Par exemple, un système d'exploitation, parfois vous allez avoir ce qu'on appelle une machine virtuelle. Donc par exemple, pour les langages Python ou Java, le langage est exécuté sur une surcouche qu'on appelle une machine virtuelle. Et donc cet environnement d'exécution, donc c'est ces couches-là représentent l'environnement d'exécution. Et donc cet environnement, en fait, vous pouvez le configurer. C'est-à-dire comme un logiciel, vous avez des propriétés que vous allez pouvoir configurer avec des paramètres particuliers. Et donc on peut essayer en fait de trouver des paramètres qui font que lorsqu'on exécute un logiciel dans cet environnement qu'on a au préalable configuré, il va consommer moins d'énergie que si on l'avait pas configuré du tout, par exemple. Donc c'est des problématiques de recherche qui ne sont pas si évidentes que ça, parce que donc on pourrait se dire, en fait on a juste à trouver une configuration, et ça marchera peut-être un peu pour tout. Alors en fait pas vraiment, parce que ces paramètres de configuration peuvent changer en fonction du type de logiciel qu'on utilise, et donc de la tâche que le logiciel veut réaliser. Donc du coup, ce qu'on essaie de trouver, c'est essayer d'avoir en fait, pour un type de logiciel, des paramètres d'exécution donnés qui permettent de minimiser l'énergie qui sera consommée par ce logiciel. Donc, du coup, là, voilà, il y a plusieurs propositions, en fait, afin d'essayer de réduire la consommation d'un logiciel. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est un problème en fait assez général, c'est que c'est super de proposer des outils, des nouveaux modes de développement, voilà, des nouvelles techniques,
mais encore faut-elle qu'elle soit acceptée en fait et transmise dans les entreprises et acceptée par les développeurs. Donc pour ça, donc Zacharia qui est en thèse donc qui est en thèse chiffre entre INRIA et Orange, a réalisé en fait une étude qualitative chez les développeurs d'Orange pour estimer leur rapport à l'éco-conception logicielle. Alors les développeurs lui ont répondu que le rapport justement à l'éco-conception, il n'était pas très développé chez eux, mais du coup ils ont transmis en fait plusieurs pistes qui permettent en fait, qui permettraient d'améliorer un peu ce rapport à l'éco-conception. Je voulais présenter un petit peu ici. Donc la première, c'est déjà d'essayer d'allouer du temps de développement à l'éco-conception. Donc quand on définit un projet en fait de développement, essayer de penser en fait à allouer du temps aux développeurs afin qu'ils puissent réfléchir sur comment concevoir le logiciel pour qu'il consomme le moins d'énergie possible. Une autre chose qui est très importante, c'est essayer de sensibiliser et de former les développeurs. Donc soit par des formations vraiment sur le long terme et structurées, soit peut-être par des événements, comme on est en train de faire aujourd'hui, là, par exemple sur l'heure du déjeuner, où voilà, on vient discuter un petit peu d'éco-conception pour sensibiliser plus largement les développeurs. Alors ça peut aussi passer par exemple par des experts qui seraient pleinement qualifiés en éco-conception et qui iraient peut-être d'équipe ou de projet en projet afin d'apporter une aide ponctuelle sur voilà, une problématique de conception écolo. Voilà, et enfin, donc essayer, le plus possible, avoir des outils donc des outils de mesure de la consommation logicielle qui soient faciles à utiliser et surtout qui affichent des résultats clairs. Voilà, donc ce qu'on voit du coup, c'est que on a des solutions qui peuvent être proposées, mais que c'est quand même important de travailler aussi avec les développeurs pour leur fournir des outils qui leur correspondent et les former en fait à ces nouvelles méthodes de développement. Donc on arrive à la fin de cette présentation. Donc du coup, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est donc que le secteur du numérique, du coup, ça pollue pas mal. Que nous, chez Spirals, ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de trouver des solutions afin de réduire cette pollution en réduisant la consommation qui est due au logiciel. Pour ça, du coup, on a un outil en fait qui permet de mesurer la consommation d'un logiciel. Et à partir de ces mesures, en fait, on essaie de proposer des solutions, des nouvelles méthodes de développement, afin d'avoir des logiciels qui consomment le moins possible et du coup qui polluent le moins possible. Voilà, donc du coup les travaux que je vous ai présentés, donc d'abord Power API, c'est un logiciel donc, qui est développé depuis un moment par Spirals. Mais là, ce que je vous ai présenté donc, dans la petite vidéo, c'est un modèle de machine learning qui a été conçu et développé par Guillaume Fiani pendant sa thèse, qui est toujours développé d'ailleurs, donc supervisé par Romain Rouvois. Alors moi, je les aide un petit peu sur la réalisation du logiciel. Et donc les méthodes de développement là, que je vous ai présentées juste après, donc ce que je vous ai dit, c'est ça, c'est que c'est le travail de Shekib Belgaïd et Zacharia Ounani, et qui sont en thèse aussi supervisés par Romain Rouvois. Voilà. Donc voilà, donc du coup ce qu'on peut voir c'est que effectivement il y a des solutions qui se présentent à nous, mais comme on disait avec le parallèle de la voiture, c'est pas parce qu'on aura le matériel qui consomme le moins possible avec un logiciel qui est très optimisé pour bien le piloter que ça fera tout le travail. Le pilote tout à la fin au final ça reste l'utilisateur. Et du coup, ce qui est important peut-être aussi de questionner, c'est notre rapport au numérique et peut-être amener sur le tapis la question de la sobriété numérique. Voilà. Mais ça, bon, c'est un autre débat et peut-être sûrement d'autres axes de recherche. Voilà. Donc, je vais rendre la parole à Alice et merci beaucoup pour votre attention et voilà pour les questions. Un grand merci à toi, Arthur. Donc, on va passer aux questions. Je reçois donc les questions de la part de Manon. On a Corinne qui nous demande, est-ce que la consommation est toujours la somme des consommations des applications ou bien est-ce qu'il peut y avoir des interactions? Par exemple, si VLC et Firefox fonctionnent en même temps, est-ce que ça ne risque pas de provoquer le lancement du ventilateur et donc d'augmenter la consommation totale?
Alors, c'est une super question. Donc, je vais revenir un petit peu sur les slides de tout à l'heure. Alors, tac, tac, tac. Voilà. Alors, celui-là, il sera peut-être un peu plus clair. Donc, du coup, oui. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ouais, chez Spirals, nous, on mesure la consommation, en fait, qui est la consommation du logiciel sur le processeur et en rapport avec la lecture d'informations dans la mémoire vive. Voilà. On n'a pas encore les compétences pour aller essayer de mesurer l'impact sur les autres devices, parce que c'est des modèles en fait de calcul et de consommation qui sont différents. Donc à chaque fois, c'est un travail de recherche différent à faire pour chaque matériel. Donc du coup, on ne prend pas par exemple en compte le ventilateur. Par contre, oui, la consommation, enfin la somme des consommations, c'est pas du coup la consommation totale du processeur. Donc par exemple, une machine, en fait, vous allez toujours avoir une consommation à vide. Donc du coup, le processeur, en fait, il fait pas exception. Même si on enlevait tous ces logiciels, il y aurait en fait toujours une consommation à vide qui correspond au fonctionnement de base du processeur, en fait. Donc en fait, j'aurais dû être un peu plus précis dans la petite vidéo avec les capsules là. Quand j'ai réparti les capsules, il aurait fallu avoir en fait une quatrième zone qui correspondrait en fait à la consommation de base du processeur pour lui allouer une des capsules en fait de la quantité totale d'énergie. Et bien sûr en fait, alors le processeur en fait va pas se comporter de la même façon s'il y a un seul logiciel qui tourne ou s'il y a deux logiciels qui tournent en même temps. Donc du coup en fait la consommation va être différente. Et donc, qu'on ait en fait deux logiciels qui tournent sur deux processeurs différents ou les deux logiciels qui tournent sur un seul processeur, ça ne va pas engendrer en fait la même consommation parce que le processeur ne va pas les gérer de la même façon. Voilà. Voilà. J'essaie de faire un peu le tour de la Ok. question. Petite question suivante de la part de Benjamin. Est-ce qu'il y a des études en cours chez Spirals sur comment analyser la consommation d'une application web? Pour le coup, sa consommation est répartie entre le serveur, les postes clients et l'ensemble des équipements réseau mis en œuvre. À toi. Alors, donc ça, c'est donc une question pareil qui est un peu compliquée. Donc c'est des choses qu'on est, on va dire, presque capable de faire, mais qui demandent en fait une infrastructure de mesure qui est quand même plus complexe. Donc par exemple, c'est ça, pour mesurer en fait l'impact total d'une application, il faut être capable d'aller déployer du coup une sonde sur le terminal de l'utilisateur. Par exemple, pour mesurer l'impact d'une vidéo YouTube, il faudrait donc mettre une sonde sur votre ordinateur, sur le serveur de YouTube qui est en train de du coup vous fournir le service. Et il faudrait après être capable de mesurer l'intégralité des équipements réseau qui font le transit en fait entre le data center de YouTube et votre terminal personnel. Donc pour la partie data center et la partie terminal personnel, c'est des choses qu'on est capable de faire. Alors à condition bien sûr que YouTube nous autorise à mettre une sonde, donc ça c'est une autre question. Mais après, donc pour plutôt l'infrastructure matérielle, c'est un peu plus compliqué parce que c'est des choses qui sont assez mouvantes et il faut en plus être capable de mettre là du coup une sonde directement matérielle et d'isoler la consommation en plus due à cette infrastructure réseau. Donc ça c'est pas évident. Par contre là par exemple on a un petit projet, donc c'est plus sur l'utilisation d'intelligence artificielle, de machine learning, où du coup en fait on est sur des serveurs Grid 5000 et on va essayer en fait sur un cluster d'isoler donc à la fois un serveur, un client, et vu que sur Grid 5000 en fait on maîtrise nos infrastructures réseau, là on peut en fait aller mesurer donc quand un serveur envoie des informations à un client, quelle va être la quantité d'énergie consommée par les infrastructures réseau. Voilà. Donc c'est des choses qu'on peut simuler dans des environnements restreints, mais on va dire en production dans le monde réel, c'est un peu compliqué. Voilà. Ok, merci. Une question de Fabrice. Oui. Y a-t-il des erreurs de mesure de consommation à gérer? Alors oui, il y a des erreurs de consommation à gérer. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup le modèle là proposé par Guillaume Fieny, c'est que donc SmartWatts, il est capable en fait de se recalibrer automatiquement
quand il trouve une erreur qui est trop grosse, en fait, quand il se rend compte que les mesures qu'il a effectuées sont incohérentes. Donc il est capable en fait de changer son modèle en fait au fur et à mesure de l'exécution. Par contre, ça reste un modèle de machine learning, donc il ne va pas nous donner précisément l'énergie qui est consommée, ça reste une estimation mathématique. Et donc du coup, forcément, en fait, vous avez toujours une erreur de calcul. Mais après, c'est pas quelque chose qui est très grave, parce que le but, c'est pas d'avoir la consommation précise du logiciel. C'est justement ce qui a été relevé par l'étude en fait qualitative qui a été faite auprès des développeurs. Savoir combien de watts ou combien de joules a consommé un logiciel, ça les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent plutôt savoir, c'est par exemple, si le logiciel a consommé plus qu'avant. Donc, quand on modifie le logiciel, voilà, on mesure avant, après, et on veut comparer en fait deux montants d'énergie. Après, s'il y a 5% d'erreur, c'est pas très grave. Si on observe une augmentation ou une diminution, c'est plus ça qui va intéresser le logiciel. Donc là-dessus, l'erreur, si elle reste assez faible, elle n'est pas très grave. D'accord. Et donc, une dernière question de Marie-Bénédicte. Concrètement, qu'est-ce que tu peux nous conseiller pour diminuer notre consommation en termes d'énergie informatique? Alors, ce que je peux vous conseiller, donc du coup, ça sort un petit peu du cadre de Spiral, c'est parce que donc nous, les études se focalisent plutôt sur les développeurs, mais pour des utilisateurs, en fait, c'est ce que je disais à la fin, c'est vraiment essayer de repenser en fait le rapport au numérique. C'est-à-dire, là aujourd'hui, ce qui fait que le numérique pollue beaucoup, c'est qu'il est en fait très fortement utilisé et que ça va aller de plus en plus fort. Donc du coup, essayer de repenser son rapport en repensant peut-être une espèce de sobriété numérique, c'est-à-dire aujourd'hui on a tendance à consommer des vidéos dans des qualités très très grandes, on en consomme des montants qui sont assez importants. Par exemple, essayer de réfléchir à comment est-ce que je peux peut-être déjà réduire le montant de vidéos, voire peut-être même la qualité que je consomme. Voilà, essayer d'avoir plutôt peut-être ces vidéos en local plutôt que d'aller les chercher régulièrement sur un serveur. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses là-dessus. Alors après, bon, ça c'est pas vraiment mon domaine, mais essayer essayer de stocker le moins de choses possible sur les data centers, par exemple les mails. Enfin voilà, il y a toute une politique là-dessus. C'est tout un sujet à développer, hein, ça pourrait peut-être même être l'occasion de faire un autre 1345, mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire sur le rapport à la sobriété, en fait, plutôt. Voilà. Très bien. Un grand merci Arthur pour avoir participé. Merci à tous. Je rappelle que la vidéo a été enregistrée, sera disponible sur INRIA Channel dans la playlist médiation. Voilà. Encore un rappel, n'hésitez pas à me contacter ou contacter vos services communication pour faire un événement de ce type. Et puis, à la prochaine pour un nouveau 1345 en live. Au revoir.